On connaît tous la drogue et ses effets néfastes sur le corps humain. C'est pendant le 19e siècle que la drogue se répand grandement dans l'Asie colonisée. Les empires français et britanniques récupèrent l'opium en Inde pour le revendre dans les autres pays asiatiques. D'autres drogues sont rapidement découvertes par l'industrie pharmaceutique et sont vues comme des produits miracles. L'héroïne sert à guérir la toux. La cocaïne sert à réaliser des anesthésies et la morphine permet de soulager des douleurs. D'ailleurs, aujourd'hui, la morphine est l'une de ces drogues qu'on utilise toujours dans les hôpitaux. Mais à la fin du 19e siècle, on voit enfin les effets néfastes de la drogue sur le corps humain. Là naissent les termes que l'on connaît, toxicomane ou drogué. Dans le début des années 1900, de nombreuses lois sont enfin appliquées dans le but de limiter la consommation de drogue. En 1906, aux États-Unis, la loi Pure Food and Drug Act est instaurée et doit limiter la production de cocaïne. En 1909, une convention voit le jour dans le but de limiter la production d'opium. Au fil des années, la convention accueillera de plus en plus de drogues, comme le cannabis en 1923. En 1936, une nouvelle convention condamne enfin les infractions liées au trafic de drogue. Mais c'est réellement dans les années 1970 que la drogue va être interdite dans la plupart des pays du monde. Pendant la guerre du Vietnam, de 1963 à 1975, plus d'un tiers des soldats états-uniens ont consommé de l'héroïne. À leur retour, ils étaient addicts. C'est donc le début de la guerre face au trafic de drogue. Aux États-Unis, on a la DEA. En France, on a l'Office anti-stupéfiants. Ou encore, il y a Interpol à l'international. Mais aujourd'hui, dans ce documentaire, nous n'allons pas parler de l'histoire de la drogue, ni de comment les trafics sont nés. On va plutôt s'intéresser à comment la drogue transite par la mer. On le sait tous, les pays qui sont grandement concernés par le trafic de drogue sont principalement la Colombie et les États-Unis. Il y a plusieurs moyens de faire passer la drogue entre ces deux pays. Par la terre ferme, par les airs, mais également par la mer. En fait, la drogue transite par la mer depuis des siècles. Mais bien évidemment, tout cela a pris un grand tournant depuis l'interdiction de la drogue dans les années 1970. Dans les ports des années 20, il était très facile de faire passer de la drogue par la mer, car de 1, ce n'était pas interdit, et de 2, les cargaisons n'étaient absolument pas contrôlées. Aujourd'hui, les containers dominent le trafic de drogue dans les cargos. Ces énormes boîtes métalliques sont en effet parfaites pour le transport de la drogue. Plus besoin de cacher la drogue dans des mini-bateaux en pleine mer, on la fait passer directement dans les ports. Les ports européens sont grandement touchés par le trafic de drogue. Dans le port d'Anvers en Belgique, entre 2021 et juin 2024, plus de 442 tonnes de drogue ont été interceptées. La France, la Belgique et les Pays-Bas sont durement touchés par le trafic de drogue. Mais l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie sont également concernés malgré le fait que leur saisie de drogue soit plus maigre. La plupart des drogues passent sans souci dans les ports et selon de nombreux chercheurs, ça serait à cause de la corruption. En effet, très souvent, dans plus de 68% des cas de saisie de drogue, les trafiquants menacent et soudoient les employés. Après cela, ils peuvent infiltrer les opérations portuaires et connaissent dorénavant les lacunes de la sécurité. C'est pour cela qu'a été créé le projet Poséidon, un projet européen censé lutter face à la corruption dans les ports, avec un véritable renforcement de la sécurité numérique. En plus de cela, les entreprises réalisent maintenant des formations pour leurs travailleurs, pour qu'ils ne se fassent pas approcher par les trafiquants. L'une de ces techniques est par exemple de ne pas se vanter sur les réseaux ou autre part de son métier dans les ports, pour séparer la vie privée du travail. Les containers louches, venant dans la plupart du temps de Bolivie, de Colombie ou du Pérou, ne peuvent pas tous être contrôlés. Les vols réguliers de drones au-dessus des ports et les contrôles par la douane ne suffisent pas. À Marseille, tous les jours, c'est plus de 4000 conteneurs qui arrivent, et à Rotterdam, aux Pays-Bas, c'est plus de 38 000 conteneurs. Il est donc compliqué de tous les vérifier.
En plus de cela, les trafiquants trouvent des moyens astucieux pour faire passer la cocaïne en plus de la corruption. En 2024, la douane française a découvert que de la cocaïne avait été diluée dans du shampoing. Néanmoins, dans la plupart des cas, les sacs de drogue sont juste déposés dans les conteneurs. Mais il y a un autre moyen de faire rentrer la drogue dans les porte-conteneurs ou cargos directement. Les dealers peuvent pénétrer dans les navires, qu'ils soient à quai ou en mer, à l'aide d'accostages clandestins. Tout endroit dans un cargo peut être une cachette pour de la drogue, tels que les locaux techniques ou les salles des machines. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a très régulièrement des inspections minutieuses tout au long des voyages. La pêche. Un loisir et un métier parfait pour tout passionné de poissons ou des océans, mais également un moyen de transport qui n'attire pas vraiment l'attention. En effet, les navires de pêche sont depuis les années 70 très employés pour le trafic de drogue. C'est en 1973 que fut intercepté par l'US Navy le premier navire de pêche transportant de la drogue. Sauf qu'aujourd'hui, le transport de drogue dans le monde de la pêche n'a jamais été aussi important, et ça a de très fortes répercussions sur les pêcheurs. Les contrôles de douane n'ont pas seulement lieu en mer, mais également à quai. Très souvent, des pêcheurs s'opposent au contrôle, mais malheureusement pour eux, les douaniers n'ont pas besoin de mandat. Si vous refusez quand vous attaquez, ils auront juste à demander l'autorisation au juge des libertés et de la détention. Et pour que vous sachiez, avec l'arrivée des appareils électroniques, cela prend moins d'1 heure. Les contrôles peuvent parfois gêner les activités des pêcheurs, et en plus de cela, de nombreux pêcheurs sont mal vus dans les ports, car les gens ne savent pas quels sont les pêcheurs embourbés dans le trafic de stupéfiants. Les navires de plaisance, tels que les voiliers ou catamarans, peuvent également être employés pour le transport de drogue. Il y a à peine 1 an, la police espagnole a réussi à mettre fin à l'un des plus grands trafics de drogue à voile du monde. 8 voiliers ont été arrêtés et plusieurs bases se sont faites repérer dans les ports en Espagne. Une preuve encore une fois que tout moyen de transport en mer peut être détourné de sa fonction principale. Cela nous mène au type de transport le plus employé autour de l'Amérique et même en Europe, les narcosous-marins. En fait, ce sont des navires mi-sous-marins, mi-navires. Sur ces images, on voit bien que ces navires sont vus depuis les airs. En fait, leur principale caractéristique, c'est qu'ils se voient très peu à l'horizon. Par contre, depuis les airs, c'est différent. C'est d'ailleurs pour cela que l'US Navy utilise des hélicoptères pour les courses-poursuites. C'est dans les années 90 que ces types de navires vont être interceptés pour la première fois. Ces navires sont classés grâce à leurs modèles et caractéristiques différentes. SPSS pour semi-submersible autopropulsé. Navire avec le moteur intégré dans la coque. Go Fast Boats pour bateau rapide. Une vitesse limitée et une cargaison légère, donc encore une fois limitée. LPV pour bâtiment à faible profit. Beaucoup plus rapide que les SPSS, plus grand, peut transporter plus de membres d'équipage et possède un moteur hors bord. Ce type de navire est un véritable entre-deux des Go Fast Boats et SPSS. Ces types de navires sont donc très employés par les trafiquants. Depuis 2005, les arrestations de ces navires en mer se multiplient et les modèles évoluent. Ils sont plus rapides et peuvent transporter plus de drogue. Mais ce n'est probablement pas une partie de plaisir d'être dans ces navires. Dans la plupart des cas, ils ne possèdent qu'un cockpit minuscule à l'arrière. Il y a également un moyen de transport oublié, les sous-marins. En effet, de nombreux sous-marins ont déjà été interceptés en Équateur ou en Colombie. Parfois, pour les stocker, les trafiquants les cachent dans des forêts et avec du camouflage, les sous-marins rentrent parfaitement dans le paysage. Le sous-marin le plus célèbre à avoir été retrouvé, c'est sans aucun doute le sous-marin de Facatativá, soit le nom de la ville en Colombie où il a été découvert alors qu'il était inachevé en septembre 2000. C'était un véritable bijou de technologie.
36,5 mètres de long, capable d'embarquer jusqu'à 200 tonnes de cocaïne. Il est tout en acier, a une double coque, des ballasts, un GPS et même un sonar. Bref, heureusement que les autorités l'ont intercepté avant sa mise à l'eau. On a d'ailleurs retrouvé un véritable savoir-faire des ingénieurs des bureaux d'études soviétiques. D'ailleurs, une légende dit que le célèbre baron de la drogue, Pablo Escobar, aura eu sous sa possession un sous-marin pour transporter la cocaïne en direction des États-Unis. Des frégates et nombreux autres navires sont employés dans le but d'essayer d'intercepter ces navires. Ces dernières années, et surtout depuis le Covid, les arrestations ne font qu'accroître. La mer est devenue un véritable terrain de jeu pour les trafiquants, qui n'hésitent pas à essayer de transporter la drogue par tous les moyens. C'était ma petite enquête sur le trafic de drogue en mer. J'espère bien évidemment que ce documentaire vous a plu. Je mets toutes mes sources en description. Vous y trouverez aussi des articles très intéressants qui vous permettront d'en savoir plus sur le trafic de drogue en mer. N'oublions pas que ces trafiquants sont prêts à tout pour se faire de l'argent. Ils sont prêts à tout simplement gâcher la vie de milliers de personnes dans le besoin. Car la drogue est un véritable refuge pour les gens pauvres. Ça leur permet pendant un bref instant d'oublier leurs problèmes. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce documentaire. Je vous souhaite une bien bonne journée.